peu de parole ce matin qui vient ponctuer le quotidien. La parole, elle débarque. C'est venu parler là, donc je vais encore être dans la mémoire, puisque je vais essayer de restituer, mais ça va être compliqué. Donc je vais bien sûr pas être dans la parole, puisque je fais de la restitution. La parole, elle était tout à l'heure, m'a expliqué plein de trucs. Donc éventuellement, la parole peut revenir, mais vous sentirez la différence. C'est bien aussi ça, de pouvoir identifier quand quelqu'un est dans la parole ou quelqu'un est dans la mémoire. On va parler de neutralisation des formes au niveau des mots. Et donc, les mots, si on arrive à neutraliser la forme, la coloration de la forme dans les mots, on va pouvoir neutraliser, ou en tout cas, tant qu'on n'est pas capable de neutraliser la coloration de la forme, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident parce qu'on est sur les rails d'un système subatomique qui nous a programmés à réagir d'une certaine manière, dans un certain contexte qui est le contexte de la sécurité sociale. Donc le personnage SimCity qui fonctionne dans ce système-là, il a des conditionnements qui sont de type virtualité, qui sont de type vertu, alors j'appelle ça la virtualité, qui sont de type vertu et de type culpabilité. Donc les formes vont toujours être colorées dans ces deux opposés de la polarité. Alors, comment est-ce que des hommes conscients, il faut savoir qu'ils ne sont pas conscients, mais qui se conscientisent, quand on se targue d'être un homme conscient, il faut savoir qu'on ne l'est pas, on est en cours de conscientisation, mais on n'est pas forcément totalement conscient. Et il y a des choses dont on n'est pas conscient, justement. C'est de la coloration des formes que l'on met dans nos actions, dans nos paroles et dans nos comportements sociaux. Nos comportements sociaux sont à peu près tous composés de relations et de conversations. Quand on est dans la conscientisation, on a l'idéal d'être un homme conscient. Ça reste un idéal. Voilà, et moi je suis toujours aussi dans cet idéal. Donc j'ai pu observer que je ne suis pas dans la neutralité conversationnelle. C'est plus facile d'être dans la neutralité quand on est en parole directe, enfin en tout cas en conversation directe avec des concepts. Là ici, je ne suis pas dans la parole, je suis dans une conversation directe avec des concepts. C'est-à-dire j'essaie de me mettre en mode réception si ça vient, mais en l'occurrence ici là, quand je suis en train de parler, c'est pas de la parole. Je suis en train d'essayer de me remémorer quelque chose qui tout à l'heure était dans la parole. Donc c'est très, très compliqué parce que je ne peux pas restituer ce qui a été donné. Il aurait fallu que je m'enregistre à ce moment-là, mais ça m'arrive très souvent d'être dans la parole. Et comme j'y suis vraiment, je suis en réception pour moi-même de ce qui est parlé. Donc j'ai vraiment pas du tout le déclic de me dire qu'il faut enregistrer. Parce que si on a ce déclic à ce moment-là, on est dans la réflexion, on rentre dans la réflexion. Là, ici, je suis dans la réflexion. Voilà. La plupart du temps, la parole, elle n'est pas dans la réflexion. C'est vraiment du direct. Alors, ça peut arriver que quand on est comme ça, en train d'enregistrer, et quand on est en mode réflectif, et d'ailleurs, quand on s'enregistre, on se voit, donc il y a un miroir. Donc, on ne peut pas sortir vraiment du mode réflexif. On a vraiment cette incapacité qui est mécanique, parce qu'on est vraiment dans des flux optiques, donc on est dans du chromatique. Et le chromatique, c'est de la réflexion, c'est de la surface réfléchissante. Donc c'est comme ça, donc pas de culpabilité là-dessus, pas de vertu, pas essayer d'être mieux que soi-même. On est là où on en est. Et donc, c'est pas grave. Par contre, ce qui peut être sympa, c'est pour sortir de ces rails de la réflexion qui sont drivés par des conceptualisations mentales qui elles-mêmes sont basées sur la polarité, donc vertu-culpabilité. Toute la société fonctionne sur la vertu et la culpabilité.
Même le commerce fonctionne là-dessus. La vertu du commerce, c'est de vous vendre un produit qui est censé vous rendre meilleur et plus beau. Voilà, ça c'est une vertu en soi. Et la culpabilité, c'est de vous dire, ah, si vous n'avez pas ce produit, vous allez être idiot et moche. Voilà. En gros, vertu, culpabilité commerciale, c'est ça. Après, dans les conversations et dans les relations interpersonnelles, on est sur d'autres registres que la commercialisation d'un produit. On est sur des registres de valorisation de soi qu'on s'échange de soi à soi, enfin d'alter ego à alter ego. Donc on s'échange des valorisations, c'est nos transactions commerciales. Et dans des conversations, on va échanger des concepts qui vont être censés nous valoriser ou nous dévaloriser suivant les besoins énergétiques de chacun. C'est-à-dire que si quelqu'un a des besoins énergétiques qui correspondent à une blessure d'abandon-rejet très importante, il va être dans un besoin de reconnaissance très important. Donc soit il va réclamer beaucoup de valorisation de la part d'une autre personne, donc il va demander beaucoup d'attention, il va le dire « Coucou, je suis là, tu sais, est-ce qu'on peut parler? Est-ce que tu peux m'écouter? J'ai plein de choses à dire, tatati, tatata. » Ou alors, on va être dans une relation occasionnelle qui va nous permettre, qu'on ne va pas forcément rechercher, mais on va faire l'opportuniste et on va profiter de cette occasion pour asseoir un point de vue en essayant d'imposer un point de vue comme étant le seul valable. Alors, pas de vertu, pas de culpabilité là-dessus. On peut essayer d'être neutre sur ce mécanisme. C'est-à-dire ne pas dire c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien. Ou dire après ça serait mieux de faire ça, donc être dans la vertu. C'est vraiment important d'essayer d'être neutre. L'objectif de la neutralisation des formes, c'est pas de se poser en conquérant qui va, avec son épée, détruire toutes les bulles des formes et dire bah, allez, je la détruis, pouf, on n'en parle plus. Non, c'est pas ça, neutraliser les formes. Neutraliser, c'est rendre neutre, c'est pas détruire. Donc, qu'est-ce que c'est que neutraliser une forme, puisqu'on ne va pas la détruire? C'est pouvoir l'observer et détecter sa polarité. Voilà. Et quand on sera dans l'observation de la polarité de la forme, elle sera neutralisée pour soi. Donc on ne tombera plus dans le piège de sa polarisation vertu-culpabilité. Dans une conversation, comment est-ce qu'on peut tomber là-dessus, dans ce piège? C'est ne pas voir que l'on cherche à avoir raison dans le fait, pas méchant, de défendre un point de vue. C'est pas méchant, alors c'est pas, voilà, on n'est pas dans le fait de culpabiliser quelqu'un ou de se culpabiliser soi quand on défend un point de vue. Voilà. Entrer dans l'observation de soi, c'est une façon de neutraliser les formes, la polarité des formes, vertu, culpabilité, qui sont donc des formes sociales, donc sociétales, qui sont des formes sécuritaires. Ce n'est pas des formes de liberté, c'est des formes de sécurité. Voilà. Ces formes-là, socialement parlant, ont été établies par le subatome pour établir la notion du bien et du mal, ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance, et pour mettre à l'abri l'arbre de vie, qui est l'arbre électrique qui communique l'énergie nucléaire au système nerveux. Et dans la Genèse, c'est symbolisé par des anges qui gardent le jardin originel où se trouve l'arbre de vie. Et il y a une épée qui tourne, qui est de la lumière, et qui empêche Adam et Ève de retourner dans le jardin d'Éden où se trouve l'arbre de vie. Par contre, dans le jardin d'Éden, il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, piège dans lequel sont tombés nos deux tourtereaux, et dans lequel nous tombons tout le temps quand nous sommes en conversation ou en relation. C'est-à-dire cette polarité vertu-culpabilité. Donc dans une conversation ou relation, on va être tenté pour valoriser l'image de soi sur notre écran mental, sur notre propre écran mental. On va toujours avoir cette tentation de rentrer dans une conceptualisation avec quelqu'un pour un but commun, qui est en général vertueux, et on va s'opposer les uns les autres
qu'on soit deux ou plusieurs, on va s'opposer les uns les autres parce qu'on a tous des points de vue différents sur un même sujet. Pour ça, je trouve qu'il y a un film qui est vachement bien, qui démontre bien le procédé, le processus des points de vue. C'est Angle d'attaque. Alors c'est un film hollywoodien, comme beaucoup de films qui sont quand même intéressants. C'est un film hollywoodien qui est de divertissement, mais qui démontre une philosophie des différents points de vue à 360 degrés sur une même réalité. La particularité intéressante de ce film, c'est que on voit l'attentat du début se produire depuis un angle de vue, c'est-à-dire l'angle de vue de la caméra, derrière laquelle on se trouve en tant que spectateur. Et puis, tout le long du film, la caméra va se porter à travers les yeux de chacun des protagonistes de l'histoire. Au début, on va être convaincu que le coupable de l'attentat est telle personne, parce que ça va être notre perception à partir de ce que la caméra a bien voulu nous montrer au départ. Et puis, au fil du film, on nous montre le point de vue de chacune des personnes qui a participé à l'événement, en tout cas dans le panorama. Et tous ces points de vue vont nous permettre, à la fin du film, de recoller les morceaux du puzzle et de comprendre qui a vraiment tiré sur la personne. Et on constatera que c'était pas du tout la personne à laquelle on pensait au départ. Ou alors on a fait mouche au départ. Mais de toute façon, le film est fait pour nous induire en erreur au départ. Donc, bon. À moins qu'on ait déjà une perception extra-lucide de tout ce qui est dans la cacha, ou de tout ce qui peut être imaginé, c'est assez compliqué de savoir qui a vraiment fait le truc, dans ce cas précis. Donc c'est pareil quand on est en relation ou en conversation, on va aborder une œuvre commune qui va servir soit à une créativité commune, mais ça c'est quelque chose de très très rare. La créativité commune, c'est une œuvre collective qui est dépourvue de tout intérêt particulier. Alors là, je vous mets au défi de me citer une œuvre commune dépourvue de tout intérêt particulier. Je pense qu'aujourd'hui, à ce jour, ça n'existe pas vraiment. Comment est-ce qu'on peut faire exister ça? Eh bien, en prenant connaissance des mécanismes qui font qu'il y a des intérêts particuliers qui nous mettent au piège des intérêts particuliers du personnage SimCity. Donc l'objectif va être d'observer en soi-même le personnage SimCity qui prend part à une œuvre commune qui est censée être d'intérêt commun et non d'intérêt particulier. Et on va se rendre compte, si on connaît les mécanismes, alors je découvre un peu tout ça, parce que je rentre un petit peu dans l'observation de ce qu'est le faux moi. Alors, si mon faux moi a volé en éclats le 4 septembre 2020, il n'en demeure pas moins tout aussi actif qu'avant. Donc, il n'y a pas de réelle désintégration du faux moi quand il vole en éclats. Il est toujours actif, il est toujours très efficace dans la société. Mais on l'a vu à l'œuvre et il s'est désintégré à un instant T. Et on a vu le vide qui était derrière, et on a vu que c'était plein de beaucoup de choses. Bon, voilà, on ne rentre pas là-dedans, c'est pas le sujet. Mais la désintégration du faux moi, elle n'est pas ferme et définitive. C'est-à-dire qu'elle a eu lieu de manière majeure, et de manière majeure a pu émerger une volonté après ça, et une volonté réelle s'installe après ça, effectivement. Mais doivent être déconstruits toutes ces mémoires mécaniques qui font que le faux moi s'est installé dans SimCity, dans la sécurité sociale de la civilisation. Donc c'est une entreprise qui n'est pas gagnée d'avance, voilà. Même s'il y a eu une percée significative qui a montré que cette illusion peut être désintégrée, peut être dissoute. Donc il s'agira, après une désintégration majeure, de savoir que ce n'est pas une désintégration définitive,
et qu'il conviendra d'être attentif à ses propres mécanismes, à ses propres mécanismes du personnage SimCity au sein de SimCity, du système monde tel qu'on le connaît. Donc ça consiste à prendre du recul de manière à observer pour soi et non pas pour quelqu'un d'autre, parce que si on tombe dans la trappe de dire à quelqu'un bah, t'as vu là ici c'est ton personnage qui a parlé parce que t'as cherché à avoir raison et à démontrer que ton point de vue est bon, alors qu'on sait très bien que c'est tous les points de vue qui font qu'on connaît une réalité. Si on se pose en donneur de leçons, on va tomber dans la trappe qu'on est en train de dénoncer chez quelqu'un d'autre. Voilà. Donc si on dit à quelqu'un tu es en train d'imposer un point de vue même s'il est correct, sans tenir compte du fait que tous les points de vue doivent être pris en compte pour arriver à avoir une vue à 360 degrés d'un concept ou d'une réalité. Quand par exemple ce concept-là est celui de la neutralisation des formes, si par exemple on va se mettre à discuter avec quelqu'un de la neutralisation des formes et de détecter la notion de vertu, la notion de culpabilité, et que donc quelqu'un nous dit quelque chose sur ce sujet-là et qu'on lui dit « Ah, tu es en train de dire quelque chose qui était dans une position de volonté subjective qui fait que tu défends une position en particulier et du coup tu cherches une valorisation par le fait d'avoir raison par rapport à quelqu'un d'autre. Si on rentre là-dedans, on fait la même chose qu'on est en train de dénoncer. Voilà, c'est l'arroseur arrosé. Mais dans le sens, on se ment à soi-même. C'est-à-dire que c'est pas on est mis à jour par quelqu'un, c'est que on peut se mettre à jour soi-même là-dedans. On peut découvrir que si on dit à quelqu'un qui tombe dans la trappe, on est en train de tomber dans la trappe. Voilà. Donc de ce fait, l'action la plus avantageuse, donc non vertueuse et non culpabilisante, va être de s'observer soi-même en train de tomber dans cette trappe à chaque fois qu'on y tombe. Non pas de manière à se dire « Oh, c'est pas bien, t'as encore fait une faute ». C'est pas ça le but, parce que à ce moment-là, on est encore dans la même trappe et on s'auto-flagelle. Donc, on est encore dans les rails du flux énergétique subatome matière. On n'est pas sur le rail supratome, donc cœur de l'atome, matière. Le rail de la connaissance du bien et du mal, donc de la polarité, c'est le rail de la coke. C'est le rail de l'addiction à l'énergie extérieure, donc l'énergie dynamo du subatome à la matière. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un intermédiaire. Énergétiquement, quand on est en train de vouloir avoir raison ou de défendre un point de vue, on est sur la connexion de l'énergie dynamo. J'ai besoin de l'extérieur pour me conforter. Et l'extérieur va être confortant dans le sens que l'extérieur va avoir tort, en l'occurrence. Et que nous, on va avoir raison. Donc, on va prendre de l'énergie à l'extérieur en voulant avoir raison. Et par contre, si on voit ce mécanisme dans une conversation ou une relation, on va sortir du mécanisme. Et dès qu'on va se voir en train de faire ça, se voir être en train de pomper de l'énergie sur ce rail-là, automatiquement, dès qu'on le voit, on change de rail. C'est ça qui est pas mal. Voilà. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas changer de rail si on dit à l'autre « t'es sur le mauvais rail ». Nous, on sera aussi sur ce rail-là quand on lui dira ça. Par contre, si on se dit à soi « tiens, je suis sur ce rail en train d'essayer de pomper l'énergie à l'autre parce que je cherche à avoir raison », pouf, on bascule et on va prendre l'énergie dans le cœur de l'atome. Donc c'est en ça que c'est intéressant. Et moi, je me rappelle d'un truc, puisque j'ai une éducation chrétienne, et que j'ai bouffé de la Bible à tout va, donc je la connais quand même pas mal par rapport à ça, par rapport à cette éducation, c'est pas un mérite pour soi. Et donc je sais que dans les écritures grecques chrétiennes, saint Paul disait parlez-vous les uns aux autres, parlez-vous pour vous dire les uns aux autres
comment vous-même vous ratez le but. Il dit pas parlez-vous les uns aux autres pour dire à l'autre comment il rate le but, en train de lui dire ah t'as vu, c'est ton ego là ici, c'est ton ego. Voilà, Saint Paul il dit pas ça, il dit non, dites aux autres comment vous ratez le truc, comment vous manquez le but. Et quand on sait que le mot péché ça veut dire manquer la cible, en fait il disait comment est-ce que vous tombez dans le péché quoi. Et ça c'est vraiment intéressant parce que c'est ça qui fait que on sort de la division entre l'âme et l'esprit. C'est-à-dire l'âme, c'est le subatome, et l'esprit, c'est le cœur de l'atome. Enfin, même si l'esprit, c'est le mouvement de l'énergie. Mais on sait que quand on parle de l'esprit, on est quand même très proche de ce qu'on appelle le réel. Donc la division entre l'âme et l'esprit, dont saint Paul parlait dans Hébreux 4.12, par exemple, il disait que la parole, c'était l'outil, c'était une épée, en fait, qui venait se loger au point d'intersection de la division entre l'âme et l'esprit. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous montre que quand on parle, on peut être dans la justesse qui fait qu'on va neutraliser la polarité. Parce que quand il parlait de la division entre l'âme et l'esprit, il parlait d'une polarité. Toute division est une polarité. Et il n'y a pas plus grande division que la division entre l'âme et l'esprit. Parce que c'est la division entre le subatome et le cœur de l'atome. C'est-à-dire la division entre une agitation gravitationnelle et une énergie totalement immobile qui est en plein potentiel de sa puissance, non diffractée et non différenciée. Donc quand on va rentrer dans une neutralisation des formes en ayant cette vision-là de la polarité, quand on voit la polarité en soi, on sort de la polarité en soi. Et donc on sort du rail de se nourrir au subatome extérieur, même si le subatome il est intérieur, toutes les projections du subatome sont extérieures. Donc c'est les projections subatomiques extérieures qui nous nourrissent. Mais en fait, c'est le subatome qui nous nourrit. Quand on va chercher des solutions extérieures, on va chercher des solutions dans les programmes subatomiques qui se projettent à l'extérieur, donc dans la matière. Donc dans les êtres, dans les systèmes, dans tout ce qui est produit par les programmes. Donc quand on voit qu'on est branché sur ça, on comprend qu'on est polarisé. Parce qu'on est dans l'énergie de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est vertueux, qu'est-ce qui est culpabilisant. Et quand on voit ça, on sort de ça, et du coup, on n'est plus esclave de l'énergie dynamo, du mouvement agité. Mais on va rentrer dans un autre mouvement qui va être, lui, un peu plus équilibré, qui va passer de cette amatière, donc cette âme au tiers, qui est tellement diffractée qu'elle n'a plus qu'un tiers de l'énergie disponible pour agir et être créateur dans le monde. Et ça, c'est pas possible d'être créateur quand on n'a qu'un tiers de l'énergie. Il faut vraiment donc comprendre que cet appauvrissement énergétique nous empêche d'être créatifs et en plus est anthropique, donc nous conduit à la mort. Par contre, si on voit la polarité là-dedans et qu'on va Enfin, c'est pas un mouvement de volonté subjective ni même objective, c'est un mouvement mécanique. C'est-à-dire que quand on voit le mécanisme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la polarité, on en sort aussitôt. Et dans cet instant T, on est branché au cœur de l'atome, direct à la source. Et c'est là qu'on est direct branché au soi. Donc on n'a plus de jugement pour l'extérieur. Et il n'y a plus ni de bien ni de mal. Quand on est là, ici, dans ce branchement-là, il y en a qui disent quand on est centré, mais en fait, être centré, c'est être branché vraiment sans aucun aveuglement polarisant, donc sans aucune croyance, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est pas bien, ça c'est ceci, ça c'est là. Voilà. Quand on n'est plus là-dedans, eh ben on est sorti vraiment de ce qu'on appelle la matrice subatomique. Et on est sur la matrice originelle. Voilà. On est branché. On a vraiment enlevé la prise. Et en fait, cette prise-là, c'est pas tellement qu'on enlève une prise pour se brancher à une autre. C'est qu'en fait, on est toujours branché à l'autre prise. C'est-à-dire, on est toujours branché au supratome, donc au cœur de l'atome.
Mais quand on débranche du subatome, le voile, il disparaît, c'est-à-dire que la prise qui nous sépare du supratome, auquel on est toujours branché, étant débranchée, on est automatiquement en contact direct avec ce branchement qui est déjà originel et qui est déjà actif. Hein. Parce que croyez bien que si on n'était pas branché au cœur de l'atome, il n'y aurait même pas d'univers, quoi. Donc il n'y aurait même pas de corps humain, il n'y aurait même pas notre petite personne. Donc forcément, on est toujours branché au cœur de l'atome. C'est juste qu'il y a ce branchement au subatome qui fait il y a en fait un système dérivatif. Dans les systèmes électriques, vous avez soit vous êtes branché directement à la source de l'énergie, ou soit vous faites un système dérivatif. Je me rappelle au collège, on étudiait ça en physique, on avait étudié les systèmes électriques, et il y avait des dérivations. Et en fait, le subatome, c'est une dérivation. Et quand on est branché à la dérivation, on a une altération. Et du coup, ça m'amène à parler de la perversion narcissique, qui est l'outil principal du subatome pour nous maintenir dans la polarité. Alors, tout à l'heure, la parole, elle était en train de me dire, faut arrêter de dire la perversion narcissique. Parce qu'en fait, c'est pas une perversion, parce que dans le mot perversion, il y a une connotation de mal, donc de culpabilité qui est induite. C'est-à-dire que quand on va dire à quelqu'un, ouais, t'es un pervers narcissique, on est là, tu es un pervers narcissique, condamné, jugé, et tu vas en prison. Là, voilà. Non, c'est vraiment une grosse erreur polarisante. Donc le mot perversion ne correspond pas à cette réalité, parce qu'effectivement, et donc le mot altération est venu dans la parole. L'altération. C'est une altération narcissique. Alors le mot narcisse peut être pris comme quelque chose qui est péjoratif aussi. Pour neutraliser la polarité du mot narcisse, je vous invite à aller chercher, alors ça se trouve quelque part sur YouTube, une vidéo de Luc Biget qui parle du mythe de Narcisse et ça va rétablir un peu les choses. Ça va les dépolariser et on va arrêter de voir le mot narcissique comme quelque chose d'ultra culpabilisant. Donc, narcisse, c'est simplement le fait de chercher à se connaître soi-même. Donc, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Bon. Ensuite, on a... là, j'ai pas réussi à trouver le truc, donc si c'est ouvert en commentaire. Si vous avez des synonymes du mot manipulation, j'avais trouvé le mot calculatoire, c'est-à-dire une calculatrice, c'est quelque chose, c'est un outil, c'est très neutre. Mais c'est vrai que quand on dit quelqu'un qui est calculateur, il y a quand même la connotation de manipulateur. Et dans manipulateur, il y a une connotation de malveillance, c'est-à-dire que un pervers narcissique, on va dire que déjà c'est un pervers, donc vraiment c'est un méchant bonhomme, quoi, une méchante bonne femme. Et en plus, il est manipulateur, quoi, donc il a une malveillance. C'est pas ça du tout. Il n'y a pas du tout de malveillance. Il peut y en avoir, mais franchement, dans l'absolu, je pense qu'il n'y en a pas. C'est discutable, évidemment, mais bon, si on rentre là-dedans, on n'en sort pas, quoi. Si on voit des mauvaises intentions à tout le monde, voilà. Dans toutes les personnes qui font des choses soi-disant malveillantes, il y a des blessures originelles qui sont parfois terribles, quoi. Si on savait tout ce qu'a vécu quelqu'un dans son enfance ou quoi, si ça se trouve, il y a des choses qu'on ne peut même pas imaginer qui ont été vécues, quoi. Donc après, il y a ce qu'on appelle une décompensation, et la décompensation va faire que ces personnes-là vont reproduire ce qu'ils ont vécu, ou enfin, voilà. On tombe dans les pièges du subatome après, voilà. Et c'est des perpétuations du cercle vicieux de tout ce qui compose cette altération narcissique. Dans la découverte et l'exploration de l'involution, c'est super important de comprendre ce qu'est l'altération narcissique. Et donc je suis à la recherche d'un mot parce que c'est important. C'était important de savoir qu'un pervers narcissique était manipulateur, parce que pour les victimes, c'est important de repérer les outils de manipulation pour éviter d'être victime et de tomber comme une cruche dans les pièges. Mais il faut vraiment sortir du truc culpabilité, jugement, vertu, tout ça. Et du coup, je suis à la recherche du terme qui pourrait être neutre pour qualifier la manipulation. Parce qu'il n'y a pas de malveillance en fait derrière cette action de la manipulation. Il y a beaucoup d'inconscience. Voilà.
Donc je vais arrêter là parce que je crois que je vais avoir un temps qui va être coupé, donc la vidéo risque d'être squeezée à un mauvais moment. Donc je vais la squeezer tout de suite avant que ce soit coupé de manière abrupte et bizarre. Donc voilà, ça s'arrêtera là avec mon petit appel à contribution. Si vous avez des synonymes pour remplacer le mot manipulation, vraiment je suis preneuse pour qu'on neutralise cette expression, que le pervers narcissique manipulateur puisse devenir un une altération narcissique voilà, d'une manipulation, mais du coup il faudrait que ce soit quelque chose de plus neutre. Et puis ben, c'est un exemple qui peut nous permettre d'être un peu plus observateur des mécanismes qui sont en jeu dans les relations et les conversations. Voilà.